Bonsoir à tous. Au Nicaragua, l'Église résiste face à la dictature. Après la réélection en novembre dernier, sans opposition, de Daniel Ortega, des évêques et prêtres dénoncent la dérive croissante du pouvoir. Et ils prennent des risques. Certains ont dû fuir, comme l'évêque auxiliaire de Managua, Monseigneur Silvio Baez, qui a quitté le pays en 2019 après des menaces de mort. Mais au-delà de l'Église, c'est toute la société civile qui est dans le viseur du régime. Pas moins de 200 ONG et associations ont été dissoutes depuis 2018, année marquée par une vague de contestation sans précédent contre le chef du pouvoir et qui avait été réprimée dans le sang. 4 ans plus tard, où en est le pays? On va en parler dans un instant avec notre invité Jules Girardet, chargé de mission Amérique latine au CCFD Terre Solidaire. Mais pour commencer, quelques repères. Le Nicaragua, petit pays d'Amérique centrale, est situé entre le Pacifique et la mer des Caraïbes. Il est frontalier au nord avec le Honduras et au sud avec le Costa Rica. Sa population est de 6,6 millions d'habitants. Le Nicaragua compte environ 40% de catholiques, 40% de protestants, 17% d'athées ou agnostiques et 3% d'autres religions. Le Nicaragua a connu 40 ans de dictature sanglante renversée par Daniel Ortega, qui était alors dirigeant de la guérilla sandiniste. C'est l'un des pays les plus pauvres de la région. Tout de suite, je retrouve mon invité. Jules Girardet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler du terrain. Vous avez pu retourner au Nicaragua, vous rendre au Nicaragua, c'était au mois d'avril. Dites-nous peut-être dans un premier temps, pour qu'on ait une idée, quel climat vous avez perçu sur place? Un climat extrêmement tendu. En fait, il faut se rappeler que j'ai été à l'approche du 4e anniversaire du 18 avril, qui est la date du soulèvement populaire de 2018. Et qu'à l'approche de cette date-là, on sentait une certaine tension, une certaine électricité dans l'atmosphère. Et j'étais très frappé des témoignages des représentants d'associations, d'organisations sociales qui m'ont confié avoir peur d'être missionnaristes, avoir peur d'être emprisonnés, de se faire saisir de leurs biens. Et peut-être plus grave aussi, les témoignages de jeunes qui ont été traumatisés de la répression policière, des scènes de violence, et qui aujourd'hui craignent non seulement pour leur avenir, d'être considérés comme déviants, comme contestataires, mais surtout qui n'envisagent qu'une seule sortie, c'est celle de partir du pays. D'accord, l'exil. Il y a d'ailleurs des dizaines de milliers de Nicaraguayens qui sont partis au Costa Rica voisin. Oui, c'est à peu près 150 000 Nicaraguayens qui ont pris la fuite, et ça s'est accéléré ces derniers mois, en fait, déjà depuis 2018, et historiquement, il n'y avait pas beaucoup de migration du Nicaragua vers l'extérieur, mais là, il y a eu un boom, essentiellement des leaders paysans, indigènes, des militants, énormément de journalistes qui ont fui à l'approche des élections, enfin ce qu'on peut appeler élections en novembre 2018, pour y trouver refuge, en fait. Comment est-ce que ça impacte le travail du CCFD? Ça doit être compliqué? C'est extrêmement compliqué parce qu'on appuie des organisations de société civile, des acteurs sociaux de terrain qui aujourd'hui se trouvent empêchés de maintenir leur activité, de maintenir leurs processus sociaux. En fait, la société civile, elle est considérée comme contestatrice, donc elle est accusée de mercenariat à la solde des États-Unis, de trahison, de corruption. Vous l'avez dit en introduction, ce sont des centaines d'ONG qui ont été fermées, et c'est comme ça chaque semaine. Et il y a des nouveaux décrets émis par l'Assemblée nationale qui stigmatisent tout un certain nombre d'organisations et qui se voient empêchées. J'ai en mémoire une organisation qu'on a appuyée pendant une trentaine d'années et qui, suite à ma visite, a été fermée. Et fermée, ça veut dire les bibliothèques saisies, le centre saisi, le capital saisi, tout s'arrête du jour au lendemain pour ces organisations qui n'ont plus le droit de maintenir leur activité. Et ça va d'un spectre très large, de protection de la jeunesse, de l'éducation populaire, promotion de la citoyenneté, défense de l'environnement, parfois des activités qui apparaissent complètement innocentes, de soutien médical, même d'ordre spirituel et créatif. Donc c'est extrêmement large, et l'idée du gouvernement, c'est de n'avoir plus aucun intermédiaire entre lui et le peuple, et de considérer que toutes ces associations qui étaient sans contrôle mènent une voie discordante et de rébellion contre son régime. Il y a une forme de paranoïa totale. Plus que de la paranoïa, on est dans une dérive vraiment
du couple présidentiel Ortega-Murillo, qui se vit en véritable état de siège. Il faut écouter les discours de Rosario Murillo qui passe quotidiennement. La vice-présidente, ouais. La vice-présidente et épouse de Daniel Ortega, qui tous les jours a sa petite émission de radio qui dure une demi-heure, qui emprunte à la fois de mysticisme, de discours, je dirais empreint d'amour et d'appel à l'union, mais en même temps de dénonciation des malins, des génocidaires, des dangereux impérialistes, qui sont en fait tout simplement les manifestants, les jeunes, les étudiants et tous ceux qui ont pris la rue en 2018. Et cette colère-là de 2018, ces manifestations des jeunes, des retraités, une population qui s'est soudée, tout ça, ça a disparu ? Non, ça n'a pas disparu, mais, et ça aussi c'était frappant durant mon voyage, certains jeunes disent regretter. Regretter d'avoir agi ? De s'être soulevés. Ouais. On a beaucoup comparé le mouvement de 2018 au printemps arabe. Parce que c'est né, l'étincelle est partie d'une réforme de la sécurité sociale. Mais très vite, le gouvernement a reculé au bout de quelques jours pour dire non, c'est trop dangereux. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un peuple qui était à l'agonie et une jeunesse qui était fatiguée de la dérive autoritaire du régime, une véritable dynastie, et qui voulait aller au-delà. Donc, malgré le retrait de la réforme, l'idée, c'était d'avoir des élections anticipées, de provoquer un changement de régime. Ce qui n'est pas arrivé. Ce qui n'est pas arrivé. Et donc, il y a des regrets. Il y a des regrets, du coup. Il y a un peu d'amertume, surtout que beaucoup ont dû abandonner leurs études, beaucoup ont fui, certains se voient dans l'impossibilité de continuer leur carrière, beaucoup sont emprisonnés aussi, et ont été victimes de violences. Donc le coût a été extrêmement élevé pour aujourd'hui peu de résultats. Donc cette opposition, aujourd'hui, elle est muselée dans le pays. On parlera de ce qui se passe au Costa Rica. On va parler évidemment, bien sûr, de l'Église dans cette histoire, puisque l'Église nicaraguayenne, elle est au cœur des tensions. Elle avait été médiateur durant les manifestations de 2018, une crise sociopolitique qui avait été réprimée dans le sang, qui avait fait plus de 350 morts. Eh bien, aujourd'hui, les membres du clergé subissent des pressions, parfois des tentatives d'agression. Les prêtres et les évêques contestataires sont les derniers à oser parler ouvertement du régime. Pour les Nicaraguayens, le rôle de l'Église dépasse le cadre religieux. L'Église constitue l'ultime rempart face à la dictature. Reportage sur place au Nicaragua du journaliste indépendant Juan Leandro. On regarde. Des airs de guerre en pleine capitale nicaraguayenne. Cette église porte toujours les stigmates de la nuit du 13 juin 2018. Des policiers paramilitaires avaient pris d'assaut le bâtiment où une centaine de manifestants avaient trouvé refuge. Cette étudiante a vécu cette scène de l'intérieur. On était tous couchés par terre. Et une fois la nuit tombée, on voyait les lumières rouges des viseurs des francs-tireurs. Cette église de la Divine Miséricorde de Managua a été le théâtre d'un des épisodes les plus marquants de la contestation de 2018. Après un siège de 16 heures, le feu s'est abattu sur les manifestants et les tirs ont fait 2 morts. Comme les autres étudiants, Alejandra se pensait ici à l'abri. Pour nous, ça a été une alerte. On s'est rendu compte que s'ils étaient capables de tirer sur une église, ils seraient capables de tout. Nous avons vu les attaques récentes contre l'Église catholique. Et comme activiste et comme jeune, j'ai haussé le ton. 90% des Nicaraguayens sont chrétiens, mais ici, l'Église dépasse le cadre religieux. Pour les croyants comme pour les athées, elle représente l'une des dernières voies d'opposition face à la dictature. À Cebaco, dans le nord du pays, le père Uriel Vallejos est l'une des rares personnalités à parler du gouvernement devant la presse. Qu'il laisse le Nicaragua tranquille, car ce que veut le Nicaragua, c'est la démocratie, la justice et la paix. Une posture forte face au régime autoritaire qui peut être source de problèmes. Le président Ortega taxe ouvertement les représentants catholiques de traîtres à la nation. Le père Vallejos sait qu'il est observé dans ses messes. Nous vivons notre quotidien avec beaucoup de prudence. Nous nous déplaçons avec énormément de précautions. Comme pasteurs, comme Église que nous sommes, nous nous devons de rester avec le peuple en risquant sa vie aussi, comme tout le monde.
Depuis 2018, 190 attaques contre l'Église ont été recensées. Les violences et les menaces poussent parfois les membres du clergé à l'exil, comme c'est déjà le cas pour plus de 100 000 Nicaraguayens depuis le début de la crise. Alors pourquoi Ortega s'en prend à l'Église? Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis 2018, il y a eu un basculement, je pense pour trois choses. D'une part, durant les manifestations, les étudiants ont trouvé refuge dans les églises et beaucoup de paroisses ont servi justement de bouclier de défense face à la répression des forces parapolicières. Et d'autre part, c'est aussi parce que l'Église, ou certains membres de l'Église, ont participé aussi aux manifestations et se sont joints aux doléances et aux demandes populaires. Et pour une troisième chose, c'est que l'Église a joué le rôle de médiation entre l'opposition, l'articulation en fait, des mouvements sociaux et le gouvernement à ce moment-là. Et dans cette médiation, il lui a été aussi reproché de prendre position et de demander, enfin la conférence épiscopale l'avait fait, de demander des élections anticipées. Et ça, le gouvernement ne l'a absolument pas digéré, ce qui implique qu'encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un sentiment ou une volonté de vengeance de la part du gouvernement Ortega par rapport à ce qui s'est passé, et en même temps aujourd'hui de taire et de museler les seules voix encore d'opposition qui existent au Nicaragua et dont beaucoup d'évêques, on peut penser à Carlos Avilés ou Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa, qui s'est retranché dans son église et s'est déclaré en grève de la faim pour dénoncer l'harcèlement dont il est victime et dont ses fidèles le sont. Il est toujours actuellement réfugié dans sa paroisse. Et ce sont ces figures-là qu'on entend un peu aujourd'hui. Oui. On sait bien que le nonce apostolique a été expulsé en mars. Et donc c'est allé crescendo cette tension depuis les événements de 2018 où l'Église catholique, par ses représentants, par la conférence épiscopale, a pris le camp du peuple. Alors, peut-être un petit retour en arrière. Daniel Ortega, c'était la grande figure de la guérilla sandiniste qui a renversé la dictature Somoza. Oui. Comment est-ce qu'un dictateur renversé par ce chef de guérilla, comment ce chef de guérilla plutôt est lui-même devenu à son tour un dictateur alors? C'est la fin d'une révolution, c'est quand on arrive au 360, parce qu'aujourd'hui, Daniel Ortega est exactement le dictateur qu'il a combattu en 79. Et pourquoi? C'est le pouvoir, c'est s'accrocher au pouvoir? C'est son 4e mandat, l'autoritarisme est monté crescendo, il y a eu quelques manigances au niveau des réformes électorales, au niveau de la Constitution pour se maintenir, et puis après, tout un certain nombre d'opposants politiques ont été destitués en 2016. Pourquoi cette dérive? C'est difficile à expliquer, mais en fait... Un clan au pouvoir aussi. C'est un clan. Ces 8 enfants sont conseillers présidentiels, ils se partagent les groupes publics, c'est une dynastie en fait, et d'ailleurs beaucoup de Nicaraguayens le disent, ils considèrent le Nicaragua comme leur finca, ça veut dire leur propriété, leur terrain. Ils se répartissent les différentes mannes économiques. Il y a dans ces associations dont on évoquait, qui ont été supprimées, notamment l'association des éditeurs catholiques, qui imprime la voix catholique du Nicaragua, qui vient d'être interdite. Là, c'était mardi, il y a quelques jours. Il y a la chaîne de télévision catholique aussi, l'Épiscopat, qui a été suspendue. Finalement, c'est toute l'Église catholique qui est dans le collimateur. Est-ce qu'il s'en prend aussi, Daniel Ortega, qui est lui-même catholique, est-ce qu'il s'en prend aussi aux protestants? En fait, il s'en prend à tout ce qu'il considère être comme des traîtres à la patrie. Donc c'est un spectre très large. L'Église catholique a pris position et était très visible parce qu'elle a joué ce rôle de médiation, parce que beaucoup d'évêques se sont élevés. Au niveau des églises évangéliques, il y a un certain nombre de pasteurs d'ailleurs qui sont aussi emprisonnés parce qu'ils ont manifesté leur solidarité, parce qu'ils se sont enjoints aux manifestations de 2018 et ont aussi signifié leur solidarité vis-à-vis de l'Église catholique à l'approche des élections. Donc on en parle un peu moins parce que je pense qu'il y a moins cette capacité d'écho. La hiérarchie. Exactement. Oui. Mais en fait, il s'en prend à un spectre très large de tous ceux qui s'opposent. D'accord. On va parler aussi des fidèles catholiques, entre silence et résistance face à la répression. Eh bien, comment est-ce que les laïcs catholiques réagissent? On écoute le témoignage de Teresa. Están llamándole la atención, la policía,
le llaman a uno y le dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está hablando en contra del gobierno o algo? Se van a las casas de las personas. Con solo que pongan las patrullas afuera de las calles. Hay algunos que tienen miedo, aunque sean católicas, pero tienen temor de hablar. Aunque no están de acuerdo, pero tienen temor de hablar. Otros no, otros lo hacen, se manifiestan públicamente. En mi caso, sí hablo como yo doy catecismo a los niños. Yo le hablo de la vida de Jesús, cómo luchó Jesús, cómo tenemos que luchar nosotros. Y muchas veces me encuentro con algunos papás, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Tengo que buscar cómo mediar la cosa, ¿verdad? Aunque no esté de acuerdo con algunos papás, no para derrocar con armas, sino con palabras. Ser activos, diciendo la verdad y defendiendo la Iglesia católica para que no la pisoteen. Voilà. Je précise évidemment que ce témoignage est anonyme, à visage caché. Est-ce qu'il y a de la résistance pacifique par les mots? Qu'est-ce que vous avez vu sur place? Teresa dit on va pouvoir renverser le régime, pas par les armes, mais avec des mots. Est-ce que ça paraît réaliste, ça? Il y a un mécontentement qui gronde. Il y a, c'est certain, une colère sourde, mais il y a aussi une peur, en fait. Donc certes, on peut parler, on peut discuter, mais le langage est très policé. Faut savoir que le territoire nicaraguayen est quadrillé par ce qu'on appelle les conseils du pouvoir citoyen, qui sont des comités de quartier à la solde du front sandiniste et qui en fait surveillent les gens. C'est ce que dit bien le témoignage. On peut peut-être parler dans les paroisses, mais on fait quand même attention à l'extérieur, que ce soit dans les écoles, dans les administrations. Il y a des listes. Et ce sont des listes qui sont mises à jour pour dénoncer le voisin, le fidèle, telle personne qui penserait différemment. Donc, ça serait très difficile de se lancer dans des conjectures de possibilités de renversement de gouvernement par les armes ou de voies pacifiques, sachant que ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont pris la fuite. C'est la question du retour. Il y a aussi ces femmes, ces mères du 30 avril qui ont eu un fils, un enfant qui a pu tomber sous les balles de la répression. Ça, c'est un mouvement qui s'exprime aussi. Oui, c'est sûr qu'il y a eu les 300 morts et les 2000 blessés durant la répression. Les familles de victimes réclament et demandent justice. Évidemment, au Nicaragua, ces femmes-là ne sont absolument pas écoutées, elles sont au contraire davantage réprimées. Mais la question de la justice, de la visibilité de ces cas-là se fait depuis l'étranger. Depuis des tournées de plaidoyer, depuis des actes de communication. C'est vrai qu'on parle très peu du Nicaragua, mais à chaque date d'anniversaire, on essaie... C'est assez mystérieux d'ailleurs pour la région. On se dit, on parle beaucoup d'autres pays, je pense au Venezuela, et puis le Nicaragua est oublié. Alors pourtant, on est face à une dictature sans commune mesure et surtout sans précédent en fait, et qui symbolise toutes ces tensions entre violation de droits humains, répression de la société civile, dérive autoritaire, autocratique, et pourtant ça se fait sous silence. Alors vous parliez justement de ce qui se passe à l'étranger, et notamment au Costa Rica. Dites-nous comment cette résistance agit depuis là-bas. On peut parler de résistance en exil. En fait, toutes ces organisations de défense des droits humains, de lutte pour la démocratie, qui ont été fermées au Nicaragua, se sont reconstituées au Costa Rica, qui est devenu un petit Managua. Et alors, on a des collectifs, tels le collectif Plus Jamais Ça, la Fondation Popolna et d'autres, en fait, qui luttent pour documenter toutes les violations de droits humains qui ont été commises par le régime dans une perspective de transition et de retour à la démocratie, donc pour que justice soit faite, mais aussi de soutien de façon indirecte aux prisonniers politiques dans la fameuse prison d'El Chipote au Nicaragua, pour parler d'eux, pour qu'on puisse évoquer leur cas au niveau des instances internationales, mais aussi d'accompagner les familles de victimes qui ont migré. Donc depuis leur demande de justice jusqu'à la récupération, on va dire, émotionnelle et le soutien psychosocial. Donc ça, ce sont des appuis importants et c'est ceux qui sont actifs aujourd'hui. Les seuls acteurs, ils se trouvent ailleurs.
et se trouve depuis l'extérieur. Alors le Nicaragua est isolé de la communauté internationale, les élections ont lourdement été condamnées, que ce soit par l'Union européenne ou les États-Unis, mais le plus important en fait c'est depuis ces acteurs politiques, militants, journalistes, opposants politiques qui sont basés à San José que le retour à la démocratie pourrait se faire. Merci beaucoup, Jules Girardet. On va bien sûr continuer à suivre ce qui se passe au Nicaragua. Tout de suite, d'autres actus dans le monde. Et une nouvelle vague de crimes de guerre, probablement de crimes contre l'humanité, dénoncés par Amnesty International concernant l'Est de la Birmanie. Ainsi, le 24 mai, 4 personnes ont été tuées dans une église à Loika, dans l'État Kaya, par des bombardements de l'armée. J'ajoute que l'ONG Info Birmanie et la communauté birmane de France organisent une journée sur la Birmanie. Ce sera le 15 juin à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, 499 jours après le coup d'État militaire. L'Église orthodoxe ukrainienne, rattachée au patriarcat de Moscou, a annoncé le 27 mai dernier son indépendance, un peu plus de 3 mois après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Elle ne pouvait plus rester silencieuse face aux compromissions du patriarche Kirill avec le Kremlin, a assuré son porte-parole. Sur 40 millions d'habitants, l'Ukraine compte 25 millions d'orthodoxes. Parmi eux, 15 millions se rattachent à l'Église orthodoxe autocéphale d'Ukraine, qui a été canoniquement reconnue par le patriarcat de Constantinople en 2019. Et 5 à 7 millions font partie de l'Église orthodoxe ukrainienne qui est rattachée, elle, au patriarcat de Moscou. Alors, si aucune précision n'a été donnée sur le statut à l'avenir de cette Église, comment les liens tendus entre ces deux églises pourraient évoluer? Analyse d'Antoine Arjakovski, co-directeur du département de recherche politique et religion du Collège des Bernardins à Paris. Ces deux églises, elles se sont affrontées violemment ces dernières années, et je dirais ces 30 dernières années, au point que ces dernières années, l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou ne reconnaissait même pas baptême de l'Église orthodoxe d'Ukraine, des fidèles de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Ce qui fait qu'il y avait des cas de rebaptême, il y avait des cas de remariage, donc c'était extrêmement tendu. Mais chacun comprenait que c'était des raisons politiques. C'était le fait que c'était Moscou, en réalité, qui semait la division entre ces deux églises. Donc là, maintenant qu'ils ont pris leur indépendance par rapport à Moscou, il y a quand même des chances pour qu'un nouveau dialogue soit possible avec l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui est la plus nombreuse et qui est, je dirais, la plus dynamique, parce que c'est une église jeune qui prie en ukrainien et puis qui a la légitimité d'avoir fait ce chemin-là depuis plus de 30 ans quand même. Mais ça va prendre du temps. Et puis surtout, il y a des prêtres, des évêques qui sont dans les territoires occupés, dans le Donbass ou en Crimée. Et là, ceux-là, ils n'ont pas la liberté pour prendre leur autonomie vis-à-vis de Moscou. Et donc, voilà, ce qui risque de se passer, c'est que cette église, elle va quand même être amputée d'un certain nombre de paroisses et de communautés, voire de diocèses, qui ne vont pas suivre le chemin du métropolite Onufri. Et pour terminer, God Save the Queen, la reine Elisabeth II d'Angleterre, qui fête ses 70 ans de règne, a reçu bien sûr beaucoup de messages de félicitations du monde entier. Parmi eux, celui du pape François, qui prie pour que Dieu accorde les bénédictions de l'unité, de la prospérité et de la paix au Royaume-Uni et à sa famille royale. Message également du cardinal Nichols, archevêque de Westminster, qui se souvient de la tablette de chocolat dans sa boîte en fer blanc décorée qu'il reçut le jour du couronnement de sa majesté. Voilà, tout de suite, comme chaque semaine avant de terminer notre édition, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis Maurice Dolly Chung, laïque catholique à Port-Louis. Nous sommes en ce moment au Montmartre à Rosil. En ces lieux a accueilli beaucoup de retraites d'un parcours ZVZ. ZVZ, c'est Jésus, vrais hommes en créole, qui veut dire en français Jésus, vrai homme. L'Esprit Saint a soufflé et Père Jean-Claude Véder l'a accueilli. Prêtre diocésain mauricien et fondateur du parcours ZVZ. Il sent qu'il faut réunir les hommes pour qu'ils cheminent dans la foi, car ils sont souvent absents des rencontres de catéchèse, des rencontres de parents et surtout dans les églises, à la messe. 10 rencontres de formation, une messe de clôture.
Les hommes se rencontrent entre eux. Liberté d'expression, partage, écoute, accueil les uns et des autres. Ce parcours devient un grand phénomène dans le diocèse de Port-Louis. Phénoménal par la masse de personnes qui se mobilisent pour profiter de ce parcours. Plus de 10 000 en 10 ans. Les fruits majeurs de ce parcours, ce sont les conversions, les changements de comportement par rapport à l'alcool, la sexualité, la toxicomanie, les jeux, des maux qui affectent la vie des hommes et qui impactent la vie de famille et des couples. Le pardon, les réconciliations, les hommes plus présents et à l'écoute dans le couple, auprès des enfants, à l'église, plus engagés dans leur paroisse. Et maintenant, je vous présente Steve, un membre de ZVZ, qui va vous partager un moment fort de son parcours. ZVZ, ça a vraiment transformé parce que j'étais un peu autrement. Je ne suis pas Jésus au commencement. J'étais un peu perdu, mais avec le parcours que j'ai fait, j'ai vraiment été transformé dans le groupe, dans ma famille, pour l'église, pour les autres aussi, pour tout le monde. Je suis à la disponibilité de tout le monde, je suis là pour aider tout le monde. Que ZVZ continue à toucher le cœur des hommes et qu'à leur tour, ils touchent leur famille et impactent la société avec grande tendresse et joie. Voilà, merci Dolly. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir bien sûr sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve jeudi prochain. Au revoir.